Vous ne savez pas où partir en vacances en 2025 et vous êtes à la recherche d'idées de destination? Bienvenue à vous, vous êtes tombé sur la vidéo qu'il vous fallait. Salut à vous chers voyageurs, très belle année 2025 à vous, je vous souhaite tout le meilleur et tout ce qui pourra vous faire le plus plaisir pour cette nouvelle année. On se retrouve pour la toute première vidéo de 2025 et j'ai envie de faire continuer la tradition de démarrer cette nouvelle année avec le petit rituel de vidéo, ma petite sélection de destinations originales et qu'il ne faut pas manquer pour l'année en cours. C'est parti, je vous présente donc le top 12 des destinations qui, je pense, devront vous plaire et que vous devez absolument visiter en 2025. On voit ça après la petite intro. Alors comme d'habitude, on replace un petit peu de contexte, surtout pour ce type de vidéo. Je m'appelle Romane, si jamais vous tombez complètement par hasard sur cette vidéo. Je suis voyageuse depuis presque 10 ans et j'aime vous partager mes bons plans et mes conseils afin que vous puissiez vous aussi vivre de superbes voyages. Chaque année, le Lonely Planet sort un ranking, donc un classement des Best Destination Travel qu'il faut visiter pour la nouvelle année. Donc là, celui de 2025 est sorti. Donc ce que j'aime faire, c'est analyser un petit peu ce classement et avec mon expérience de voyageuse, vous proposer une liste qui pourrait potentiellement vous plaire et aussi des destinations qui je trouve sont originales, qui sont pas encore trop visitées ou du moins qui renferment un vrai potentiel et qui à mon sens n'est pas assez exploité. De la francophonie je parle bien sûr. Allez c'est parti, je vous présente donc 12 destinations, donc 6 en Europe et 6 hors Europe avec différents budgets, différents horizons et aussi différents types de cultures pour que vous puissiez trouver au moins une destination qui j'espère vous plaira. Nous ouvrons cette partie destinée aux régions et pays en Europe à découvrir et je commence avec une région en Suisse ou plutôt un joli canton qui est perché à des milliers de mètres d'altitude aux portes de glaciers. Il s'agit du canton du Valais. Les atouts du Valais, ils sont nombreux, puisqu'il est dit qu'il s'agit d'un vrai condensé de Suisse. Il concentre en effet tout ce qu'on adore retrouver en montagne, ou du moins en Suisse, notamment les sports d'hiver, les paysages de montagne, les glaciers, les randonnées et aussi la gastronomie. La région peut accueillir les voyageurs tout au long de l'année, donc que ce soit en hiver ou en été, il y aura toujours de quoi faire au Valais. Explorez le glacier d'Aletsch, la plus grande mer de glace des Alpes, lors d'une randonnée guidée hivernale sur ce glacier, ou alors partez en expédition sur ski de randonnée au départ de Fiche. Je m'excuse si je prononce très mal les noms. Pas de panique, il semblerait qu'il n'est pas nécessaire d'être un alpiniste chevronné pour réaliser ce genre d'activité. Prenez ensuite 3 télécabines de Zermatt jusqu'au Klein Matterhorn pour apercevoir 14 glaciers et plus de 30 sommets dépassant les 3000 mètres d'altitude, dont le sommet le plus connu probablement parce qu'il est le plus atypique, le sommet du Cervin. Vous ne devez pas passer à côté du village d'Evolène et le Val d'Erens, une vallée qui incarne elle-même la beauté naturelle. Et si vous êtes à la recherche d'une vue de qualité sur le Mont Blanc, sachez qu'apparemment Verbier vaut le détour puisque la station possède une vue incroyable en plus de ses nombreuses pistes de ski qui vont ravir les passionnés de sports d'hiver. Nous partons désormais en Méditerranée, plus précisément en Grèce, pour découvrir une région qui fait assez peu parler d'elle, située au nord-ouest du pays, à la frontière avec l'Albanie. Il s'agit d'Épire. Elle est assez peu connue et pourtant je trouve qu'elle dispose d'un très beau potentiel qui devrait certainement vous plaire. Elle est bordée par la mer Ionienne, donc oui, en plus de sa nature escarpée munie de lacs, de montagnes et de gorges, vous aurez droit à de jolies plages idéales pour le farniente. J'aimerais sincèrement vous recommander de voir les gorges de Vikos, un parc national absolument exceptionnel qui possède de magnifiques structures rocheuses. Enfin moi je trouve ça magnifique. Nous avons également la rivière Acheron, j'espère aussi que je le prononce bien, qui creuse un passage dans la roche locale, ce qui crée également une sorte de canyon que vous pouvez remonter jusqu'à sa source. J'aimerais également ajouter la jolie ville de
de Preveza, donc qui se situe dans le golfe Ambracique. Alors décidément, on revoit la géographie avec cette vidéo, hein. Moi j'ai découvert des endroits que je connaissais même pas. D'autres plages valent évidemment le coup, comme par exemple Licnos Beach, à proximité de la ville de Parga. Et alors il y a une petite pépite les amis, située en face de la ville de Sivota. Vous avez deux petites îles avec des plages superbes qui portent le doux nom de Blue Lagoon. Enfin, je vous laisse juger par vous-même, regardez ça, c'est quand même pas magnifique. Et pour les amateurs d'histoire, sachez qu'il y a aussi des châteaux, dont par exemple le château de Laonina, qui se situe au sud des gorges de Vikos. Comme ça, d'une pierre deux coups, vous avez la nature et l'histoire. Quand aller en Épire, alors bien sûr la saison chaude ça peut être vraiment le meilleur pour visiter cette région. Donc forcément de mai à octobre, puisqu'apparemment il y aurait quand même un risque de pluie le reste de l'année en raison de sa position géographique et de l'altitude. Pour ce qui est des vols, apparemment depuis Charleroi en Belgique, on peut aller à Corfou, ensuite prendre un ferry, puisque Corfou n'est vraiment pas loin du tout de Preveza notamment, mais j'ai cru comprendre que les fréquences n'étaient pas vraiment ça, sinon vous pouvez voir pour des vols pour arriver directement à Preveza, mais apparemment les prix c'est pas les mêmes, c'est un petit peu plus cher. Et pareil pour Paris en France, il me semble qu'il y a quelques connexions hein, pour Corfou ou voire même Preveza, mais ce n'est pas non plus tous les jours, donc faites bien attention lorsque vous réservez vos billets. Alors oui, j'ai changé de style et c'est pour une bonne raison, tout simplement. Lorsque je fais le décompte des destinations que j'ai enregistrées sur cette vidéo, je me suis rendu compte que j'en avais 11 et pas 12. En fait, j'ai simplement oublié d'enregistrer cette partie. Donc je fais ça plusieurs jours après et en plus, je trouve ça vraiment dommage de la louper, de ne pas la mentionner dans ce top, puisqu'il s'agit d'une région italienne qui est souvent appelée comme la petite sœur de Toscane, mais aussi le cœur vert italien. J'ai nommé l'Ombrie. L'Ombrie, si on devait la résumer en quelques mots, ce serait des collines verdoyantes à couper le souffle, des vignobles renommés, des villages médiévaux pittoresques et une gastronomie au rendez-vous. Alors certes, l'Ombrie est une région italienne qui n'est pas bordée par la mer, et c'est justement ce qui lui a donné cette facette un peu singulière en Italie. Oui, ne vous en faites pas, l'Ombrie dispose également d'une gastronomie qui n'a pas à rougir de ses consoeurs régionales. Une chose est sûre, si vous allez en Ombrie, vous allez vous régaler, que ce soit en fromage, en charcuterie, en vin, il y a tout pour plaire. Alors forcément, un voyage en Ombrie passe obligatoirement par sa capitale régionale qu'est Pérouse, un village qui est daté du Moyen-Âge et qui a su conserver un cœur historique charmant. On retrouve bien évidemment beaucoup de monuments d'intérêt comme beaucoup d'églises et de palais italiens et on adore forcément se balader dans ces ruelles pavées médiévales. Et il est perché au sommet d'une colline, ce qui est absolument photogénique. En fait, des villages médiévaux en Ombrie, il y en a quand même pas mal à visiter et il y en a sincèrement qui méritent d'être visités. C'est pourquoi je vous propose un petit guide des villages pittoresques en Ombrie à ne pas manquer. En premier, nous avons bien évidemment le village d'Assise qui porte son nom, comme vous pouvez vous douter, du saint patron de la ville, Saint François d'Assise. En effet, il est dit que ce grand saint de la religion catholique romaine aurait vu le jour dans ce joli hameau. Forcément, la ville lui rend donc hommage. Si vous souhaitez voir plus de villages en hauteur perchés au sommet de collines, alors vous devez très certainement passer par le village de Orvieto. On est d'accord pour dire qu'il est absolument photogénique, c'est une pépite italienne. Nous avons ensuite Gubbio, qui est à lui-même décrit comme étant un concentré d'histoire italienne, puisque toutes ces ruelles disposent d'une architecture assez distinguée. Et ensuite, ne manquez pas d'autres villages d'intérêt, comme par exemple celui de Todi ou encore le charmant bourg de Speio. Alors il est préférable pour visiter toutes ces pépites de se rendre en Ombrie pendant la saison qui est la plus clémente, c'est-à-dire à partir d'avril jusqu'à octobre, mais il est dit quand même que les meilleurs mois s'étaleront de juillet jusqu'à septembre, donc peut-être privilégié dans ces eaux-là. Et les températures ne sont pas très chaudes. Et j'ai réussi à trouver des vols assez abordables au départ de Charleroi pour la capitale Pérouse. Donc on peut avoir des vols grâce à Ryanair à peu près à moins de 150 € aller-retour, sans le bagage inclus, hein, bien sûr, ça va, soit c'est Ryanair.
Alors il y a des régions en Europe qui je trouve sont carrément sous-cotées. C'est pour ça que j'ai envie de prendre le temps de parler des Baltiques et d'un pays en particularité que j'ai personnellement aimé, qui est la Lituanie. Les voyageurs francophones sont encore peu nombreux à aller en Lituanie et je trouve ça dommage. Par exemple, vous avez Vilnius, la capitale. Moi personnellement j'ai eu un petit coup de cœur pour cette ville. Elle a su garder son héritage et son cœur historique qui est ultra coloré et c'est très agréable de se promener dans ces ruelles. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez découvrir la ville en images. Il y a notamment un site religieux qui est particulièrement impressionnant et émouvant. Il s'agit de la colline des Croix, située au-dessus de la ville de Šiauliai. Personnellement, je n'ai rien vu de tel ailleurs en Europe, ça a l'air impressionnant. Il y a aussi un joli château qui vaut le détour, qui est vraiment entouré d'eau dans un lac, c'est assez peu commun. On a le château de Trakai qui est, je dirais, un des incontournables favoris des voyageurs qui passent par la Lituanie. Je vous conseille soit d'atterrir à Vilnius, la capitale lituanienne, ou alors vous pouvez aussi atterrir à Riga, donc qui est en Lettonie. Ce n'est qu'à environ 3h30 de voiture, donc franchement ça se fait bien. Ou même vous prenez un bus directement si vous le souhaitez. Sachant que je recommande de louer une voiture pour découvrir la Lituanie, ce sera plus simple pour vous. J'ai trouvé des vols attractifs avec Wizz Air pour 2 semaines en juin pour moins de 250 € l'aller-retour, ce qui est plutôt ok parce que la Lituanie c'est pas non plus à côté, il faut en compter environ 2h30, 3h de vol. Pour ce qui est de la période de visite, sachez que la Lituanie c'est quand même bien situé au nord de l'Europe, ce qui veut dire que les hivers sont bien rudes. Donc si vous souhaitez découvrir quand même la Lituanie parce que c'est superbe en hiver, portez des vêtements très chauds pour affronter l'hiver. Mais sinon je dirais que l'été c'est aussi tout à fait beau puisque la nature lituanienne elle est quand même assez riche. Les balades en forêt n'en seront que plaisantes. Je trouve également que les Balkans, c'est encore trop sous-coté en Europe, comme on vient de le voir avec la Lituanie. C'est pourquoi là aussi, j'ai envie de choisir un pays d'Europe de l'Est qui, je trouve, vaut le coup quand même d'être visité. Il s'agit de la Slovaquie et non pas la Slovénie qui commence à gagner en popularité. La Slovaquie, c'est autre part et c'est une autre culture. C'est un pays qui possède une jolie diversité de panoramas et de choses à voir puisqu'elle est recouverte à 40% de forêt et possède de nombreuses montagnes au nord, dont la fameuse chaîne des Tatras. Prenez le temps de visiter la capitale Bratislava, qui est notamment réputée pour son château symbolique sur la colline. Elle surplombe toute la ville, c'est magnifique, ainsi que pour sa vieille ville. Mais n'oubliez pas d'ajouter à votre itinéraire la deuxième plus grande ville slovaque, qui est Tarna. Elle est aussi connue par son doux nom de petite Rome slovaque. Pourquoi? Parce qu'elle possède 13 églises dans la ville, qui offrent quand même un paysage urbain assez authentique. Et sachant que le pays dispose de plus de 600 châteaux, forcément que vous allez ajouter 1 ou 2 châteaux à votre itinéraire en plus du château de Bratislava. Et si vous ne savez pas lequel choisir, je peux vraiment vous recommander celui qui est quand même l'un des plus photogéniques et qui fait beaucoup parler de lui, c'est le château d'Orava. Mais ne manquez pas aussi celui de Spiš. Et je dirais aussi de prévoir quand même une excursion dans les montagnes du Haut-Tatras parce que les montagnes sont assez dingues. Oui, peut-être elles sont moins hautes que les Alpes, mais ça n'enlève pas leur charme naturel qui est quand même assez unique. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et la Slovaquie est une destination qui est assez attractive financièrement parlant, puisque par exemple vous pouvez avoir un lunch le midi pour moins de 10 €. Ouais, franchement c'est pas négligeable. Attention, là aussi les hivers sont coriaces en Slovaquie, donc choisissez bien la bonne période pour votre voyage et soyez certains et certaines de choisir les bons vêtements. Et on termine ce classement des destinations à découvrir en 2025 en Europe avec la Bavière. C'est l'un des lands les plus importants d'Allemagne, situé au sud du pays. Grâce à sa proximité avec les Alpes, la Bavière possède de somptueux paysages qui ont inspiré de nombreux contes et légendes, vous verrez. Alors oui, la Bavière, c'est la bière et l'Oktoberfest, mais pas que. Et c'est pourquoi je vais vous montrer que voir et que faire dans cette région, ou du moins un classement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Qui dit région montagneuse dit forcément paysage à couper le souffle. C'est pourquoi nous avons une certaine présence de lacs qui valent vraiment le coup, et il y en a quelques-uns qu'il ne faut pas manquer, comme par exemple le Hintersee, absolument dingue celui-là. On a aussi le Koningsee avec ses faux airs de fjord norvégiens, ou encore
Chiemsee, l'un des plus grands d'Allemagne. Pareil, j'espère que je les prononce bien parce que moi et l'allemand, des fois je donne une petite teinte néerlandaise. Hormis le château du Neuschwanstein qui a forcément inspiré le conte de la Belle au bois dormant, sachez que vous avez d'autres châteaux tout aussi exceptionnels à voir en Bavière. Vous avez par exemple le Linderhof et un autre dont m'a parlé Marine, ma copine qui vit en Allemagne. Elle m'a parlé du château de Hohenzollern qui lui a l'air juste pépite. Enfin, je ne sais pas. Pareil, regardez les images et dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, je m'excuse si je parle beaucoup de châteaux dans cette vidéo, mais je pense que vous avez quand même compris que j'ai une certaine passion pour l'histoire et aussi pour ces établissements absolument magnifiques. Et la Bavière, c'est aussi une multitude de hameaux absolument magnifiques qui semblent tout droit sortir des contes de fées. Je prends en exemple le village de Bamberg. Franchement, je suis fan. Regardez comment c'est sublime. On a vraiment envie de déambuler dans ces ruelles pavées. Et n'oublions pas également d'autres villes importantes, comme par exemple la capitale de Bavière, Munich, qui a su préserver de très beaux bâtiments historiques, mais aussi Nuremberg, avec forcément son devoir de mémoire, avec forcément le célèbre procès d'après-guerre. Il est recommandé de visiter la Bavière pendant les saisons les plus clémentes, dont ici de mai, juin, je dirais, jusque septembre, pour justement bénéficier de la meilleure météo si on veut faire des randonnées ou des promenades dans les villages, sachant que les températures tournent autour des 25 degrés. Parfait pour les randonnées. Et j'ai trouvé des vols assez intéressants avec Transavia, notamment depuis Paris-Orly jusque Munich, ou vous pouvez partir aussi avec Lufthansa depuis Charles de Gaulle. Bon, ce sera un petit peu plus cher, mais quand même ça vaut le coup. Par contre, depuis Bruxelles, donc là ce sera plutôt Lufthansa ou Brussels Airlines, là les vols sont plutôt autour des 220-230 euros, un peu plus cher. Nous en avons terminé avec le chapitre des destinations à découvrir en 2025 en Europe. Nous allons débuter maintenant l'autre chapitre sur les destinations hors Europe. Et pour ça, j'ai envie d'inaugurer cette partie avec mon continent favori qui est l'Asie. Figurez-vous que c'est le Japon cette année, en 2025, qui va accueillir l'exposition universelle. Et il se trouve qu'elle va se tenir dans l'une des villes les plus dynamiques et les plus colorées qu'il puisse y avoir au Japon. Je vais bien sûr nommer Osaka. Plus précisément sur Yumeshima, qui est une île artificielle vraiment pas loin d'Osaka, accessible en métro, et qui est accessoirement en face du Universal Studio Japan. Ça fait plaisir. Retenez bien les dates, l'exposition se tiendra du 13 avril jusqu'au 13 octobre, ce qui vous donnera 185 jours pour la visiter. Si vous comptez visiter Osaka sur 1 ou 2 jours en plus de l'exposition universelle, sachez que je vais publier très prochainement, dans quelques semaines, le guide voyage ou plutôt un vlog dans lequel je vais vous partager que voir et que faire à Osaka avec mes recommandations, mes conseils et aussi des idées de bonnes adresses, puisque vous verrez que Osaka c'est aussi un véritable haut lieu de gastronomie et aussi de street food qu'il faut vraiment tester à tout prix. Je vous dis, moi franchement la bouffe là-bas j'ai adoré. Ou alors aussi visiter son célèbre château. Après avoir visité Osaka, vous pouvez vous rendre dans d'autres villes du Kansai, donc c'est la région dans laquelle se situe Osaka. Vous allez par exemple avoir Kyoto, Nara, Uji, les villes de Wakayama par exemple, comme Koyasan. Enfin bref, il y a plein de choses à voir au Japon, vous verrez. Alors je sais que le sujet des billets d'avion, c'est particulièrement sensible avec le Japon, mais j'ai quand même des recommandations à vous faire en période. S'il vous plaît, n'allez pas à Osaka ou du moins au Japon en avril parce que c'est la période des hanami, donc des cerisiers en fleurs. Et le problème, c'est que c'est un véritable puits touristique. Tout le monde veut voir ça parce que c'est magnifique. Mais là, avec la saison des hanami, plus l'exposition universelle qui commence en avril, je vous dis pas comment les billets d'avion vont exploser en fait. Ou du moins les prix des hôtels. Ça aussi, c'est à prendre en considération. J'ai vu qu'il y avait des billets d'avion qui étaient plus attractifs. Bon, c'est quand même un certain budget, mais c'est quand même plus abordable. Pour le mois d'après, le mois de mai, vous pouvez avoir des vols pour environ 850 € aller-retour. Franchement, ça va. On n'est pas à plus de 1000 € comme j'ai pu voir par exemple. Essayez de privilégier Finnair. Moi personnellement, c'est ce que j'ai utilisé pour aller au Japon et je peux dire que c'était franchement ok. C'est assez nouveau que la compagnie propose des vols pour l'Asie. Je trouve que c'est vraiment abordable par rapport aux autres compagnies. On
On a vu l'Asie du Nord, maintenant on va descendre en Asie du Sud-Est pour parler du superbe pays qu'est le Laos. Le Laos, c'est un pays qui va vraiment plaire aux amateurs d'expériences culturelles riches. Cet héritage, il est un petit peu façonné grâce à la grande diversité de traditions ethniques qui sont présentes un peu partout dans le pays, avec différentes traditions ancestrales. C'est ce qui a un petit peu façonné le visage du Laos que l'on connaît aujourd'hui. Ce pays d'Asie du Sud-Est, il a vraiment tout pour plaire. Tout d'abord, c'est un pays vraiment paisible. C'est un pays avec une gastronomie qui est réputée. Il peut être fier de sa culture et possède également des temples anciens. Il a aussi des paysages qui valent vraiment le coup d'être explorés. Apparemment, certains voyageurs disent qu'ils sont moins spectaculaires que ses voisins, que sont le Vietnam et la Thaïlande. Moi, je fais plutôt partie de la team des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir des paysages forcément extraordinaires pour dénicher la beauté en eux. Moi, je trouve que déjà, avec ce qu'on voit, c'est déjà superbe. Enfin, vous avez des grottes, vous avez des cascades, vous avez des lacs. Que demander de plus? Aujourd'hui, c'est un pays qui reste encore un peu moins visité que ses autres confrères d'Asie du Sud-Est. Et justement, ça a certains avantages puisque le tourisme de masse ne semble pas avoir impacté l'authenticité. Alors que faire au Laos? Je vous fais une petite recommandation rapide. Le pays étant également traversé par l'un des plus grands fleuves asiatiques, une croisière en bateau local sur le Mekong sera bien évidemment au programme. Les forêts sont nombreuses et elles sont donc très propices à de nombreuses activités outdoor, comme par exemple il y a des tyroliennes géantes, mais vous pouvez aussi très bien faire des randonnées ou des balades à vélo. Et au passage, vous en profiterez pour découvrir quelques grottes et quelques cascades. Nous avons le paradis vert de Vang Vieng qui possède de superbes falaises, ou du moins c'est pourquoi il est réputé. Il est aussi conseillé de passer quelques jours dans la capitale Vientiane parce qu'elle possède quand même des sites d'intérêt qui valent le coup, comme par exemple on a le Wat Sisaket avec notamment pas mal de Bouddhas à l'intérieur, il y en a vraiment beaucoup, ou encore par exemple, c'est assez unique, il y a ce qu'on appelle un Bouddha Park. Oui, je ne pense pas qu'on voit ça partout en Asie. Le Laos ne déroge pas à la règle des saisons asiatiques et le pays est aussi rythmé par les caprices de la mousson. C'est pourquoi je vous conseille vraiment de privilégier la saison sèche qui s'étend environ de fin octobre jusque, je dirais, fin mars. Parce que pendant l'été, nous en Europe, il y a des pluies assez fortes et vous risquez de ne pas apprécier. Nous allons maintenant au Moyen-Orient et j'ai envie de vous parler d'une expérience cette fois-ci, donc pas forcément d'une destination, mais d'un parcours qui serait intéressant de réaliser dans sa vie. Il s'agit du Jordan Trail. Il s'agit d'un parcours de randonnée qui remonte l'une des routes commerciales les plus importantes du Moyen-Orient, une route qui a été foulée pendant des siècles par des milliers de caravaniers avec différentes marchandises. Comme son nom l'indique, le Jordan Trail va vous plonger au cœur de la Jordanie, vous incitant à sortir des sentiers battus empruntés par les foules touristiques. Et pour rappel, la Jordanie, c'est ça. Le désert flamboyant du Wadi Rum, les paysages de la mer Morte et de son eau hautement concentrée en sel, et aussi, je dirais le must, c'est bien évidemment la cité perdue de Petra, véritable joyau et merveille du monde. Ce trail a été créé en 2015 et il traverse littéralement la Jordanie du nord au sud et il est long de plus de 600 km. Ce qui vous demandera environ 40 jours pour le traverser. Mais je vous rassure, pas de souci, le trail est divisé en différents tronçons, donc vous n'êtes pas obligé de réaliser le parcours dans son entièreté. Alors forcément, les tronçons, ils vont avoir différents paysages et expériences à vous offrir. C'est pourquoi moi je vous recommanderais, si vous voulez avoir vraiment des paysages qui vous éblouissent et qui aussi vous permettent d'arriver jusque Petra, je vous recommande donc de faire le tronçon numéro 6 qui part de la vallée de Dana. Il demande à peu près 6 à 7 jours de marche pour être réalisé avec, je dirais, environ une dizaine de kilomètres par jour. Le but de ce trail, il a un petit peu la même vocation que le trail de Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple. Non seulement vous allez vous confronter à des paysages assez uniques, vous allez avoir une immersion dans la culture bédouine parce que vous allez vivre au rythme des bédouins. Souvent c'est eux qui vous aident à réaliser le parcours, mais aussi vous pouvez vous servir de ce trail pour vous surpasser et aussi pour faire une petite introspection. Alors ça va de soi, je ne recommande pas de faire le Jordan Trail en plein été parce que forcément dans cette région du monde, en été les températures avoisinent les 40 degrés et comment vous dire, faire un trail dans ces conditions climatiques, je vous dis bon courage, moi perso je le ferai pas. Plutôt viser, je dirais, la mi-saison, ce sera plus agréable.
Alors je reviens en Asie, mais cette fois l'Asie centrale qui pareil est délaissée par les touristes je trouve, quoique il y a une destination qui commence à gagner en popularité, je pense que vous l'avez vu, c'est l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, je vous en ai parlé dans le top 10 à voir en 2023. Là ça y est, ça commence à être de plus en plus réputé et de plus en plus visité, mais moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un de ses voisins. Lui je trouve que franchement d'un point de vue paysage, il est quand même assez balèze. Il s'agit du Kyrgyzstan. C'est vrai que les pays-stans, comme on appelle, ils font un peu peur malheureusement de par certains pays dans cette zone géographique, mais sachez que c'est un pays qui est particulièrement safe. Moi j'ai des contacts là-bas justement et ils me disent que franchement c'est ok de visiter le Kyrgyzstan. Moi ça fait partie de ma bucket list, comme beaucoup d'autres pays mentionnés dans cette vidéo d'ailleurs, mais lui il est particulièrement haut tu vois. Ce pays c'est un puits de paysages à vraiment vous éclater la rétine puisque on a des prairies, des steppes, des montagnes, des lacs et des glaciers, enfin franchement il y a de tout. Ce pays il est rythmé par la vie nomade. Alors ici on aime plonger au cœur de cette culture assez unique au monde. Dormir dans des yurts ou faire des treks à cheval sont légion au Kyrgyzstan, donc forcément il y a de grandes chances que ces activités fassent partie de vos choix sur place. La chaîne du Tian Shan va vraiment vous impressionner par ses hauteurs et c'est d'ailleurs dans ce massif que se situe un lac vraiment pépite qui je pense est l'incontournable numéro 1 de cette région. Il s'agit du lac Songkul. Non mais regardez-moi ça quoi, enfin un lac d'un bleu éclatant entouré de hautes montagnes, moi je signe tout de suite, vraiment. Alors pareil, l'hiver, le Kyrgyzstan, moi je le ferai pas parce que en effet c'est assez froid vu qu'il y a quand même de l'altitude et pareil il me semble qu'en été c'est assez chaud, donc il est préférable de se tourner vers la mi-saison pour pouvoir visiter le Kyrgyzstan, que ce soit par exemple de, je dirais, avril-juin jusque septembre-octobre, ça peut être pas mal. Alors on a vu beaucoup de destinations tournées sur la culture, sur les découvertes de paysages, les randonnées, etc. Mais pas de panique, je n'ai pas oublié les amateurs et amatrices de belles plages de farniente ou qui sont à la recherche de destinations exotiques pour la détente. J'ai ici un archipel qui devrait vous plaire, qui est l'archipel des Fidji. Alors oui, c'est très éloigné, on n'en entend pas beaucoup parler, mais je peux vous dire que ces nombreuses îles, elles ont vraiment un panorama qui va vous impressionner. Des plages paradisiaques, il y en a partout dans cet archipel, donc vous en faites pas. Mais surtout, les fonds marins, ils disposent d'une biodiversité très colorée, avec une richesse en coraux mous qui vaut vraiment le détour. Et c'est pourquoi il se trouve ici notamment les récifs les plus réputés au monde, notamment le récif de Rainbow Reef, ce qui veut dire que la plongée et le snorkeling seront des activités de choix pendant votre voyage aux Fidji. Alors n'oublions pas bien sûr que les Fidji ont une réputation qui est bâtie sur l'hospitalité des Fidjiens. Vraiment, ils se feront une joie de vous accueillir, mais aussi de vous faire découvrir leur culture avec des traditions ancestrales. Vous aurez certainement la chance de découvrir des danses traditionnelles fidjiennes, mais aussi de voir une expérience assez incroyable qui est le marché sur braise. Alors ça va être assez incroyable à voir, je pense, donc peut-être que vous aurez la chance de voir ça. Et ce qui est pratique avec les Fidji, c'est que là, la saison des pluies, elle est à l'inverse de la saison des pluies asiatiques, ce qui veut dire que vous aurez la chance de vous rendre aux Fidji pendant l'été, pendant les vacances, donc ça c'est cool. À partir de mai jusque septembre ou octobre, ça dépend. Mais si vous allez en hiver, sachez qu'apparemment la saison des pluies n'est pas très dérangeante. Donc finalement, c'est assez propice pour les vacances, surtout pour la détente. Et j'ai envie de terminer ce classement avec un peu d'exotisme. Pour ça, direction le sud des Caraïbes avec deux îles indépendantes qui font peu parler d'elles dans la francophonie et qui pourtant sont dingues. Il s'agit de Trinité et Tobago. En fait, ce sont deux îles, tout simplement. Donc on a au nord Tobago qui est plus petite et Trinité. Et elles ont toutes les deux quelque chose d'assez unique et elles ont chacune leur propre particularité. Vous avez Trinité qui possède des paysages plutôt rocheux, volcaniques avec de nombreuses grottes notamment, donc c'est assez joli. Mais Tobago, au nord, vous allez avoir des plages paradisiaques et déserte, donc super pour pouvoir se reposer sans avoir vraiment les plages bondées, un très gros avantage. Et aussi Tobago, elle est réputée pour une faune assez exceptionnelle. On a notamment cette image d'oiseaux très colorés.
Si vous rêviez par exemple de voir les colibris, ces petits oiseaux qui battent les ailes très rapidement, sachez que vous allez pouvoir réaliser votre rêve à Tobago. Et figurez-vous que Trinité et Tobago possède également l'un des carnavals les plus somptueux du monde, qui se rapproche quand même pas mal de celui de Rio. Ça a l'air vraiment fantastique. Si vous souhaitez participer à cet événement, rendez-vous début mars 2025. Là aussi, il est préférable d'éviter la saison humide qui s'étend quand même pendant une grosse partie de l'année, qui est environ de mars jusque, je dirais, novembre-décembre. Donc la saison sèche, elle est en hiver, mais apparemment là aussi, ce n'est pas vraiment un problème d'aller pendant la saison humide parce que on peut quand même profiter de Trinité et Tobago pendant cette saison, mais privilégiez quand même l'hiver, surtout si vous manquez de soleil et que la saison vous déprime, et là vous avez un échappatoire. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce top 12 des destinations qu'il ne faut pas manquer en 2025. J'espère sincèrement que ce classement vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à un proche ou un ami qui serait à la recherche de voyage ou partir en 2025, tout simplement, ça peut aider. Si l'une de ces destinations vous inspire et vous donne envie pour cette année, bien dites-moi en commentaire laquelle vous plaît particulièrement, ou si vous avez déjà réservé vos voyages ou du moins planifié, je serais ravie de savoir lesquels. N'hésitez pas aussi à me les partager. Nous on se retrouve donc pour de nouveaux vlogs et de nouveaux guides voyage pour toute l'année 2025 et on commence prochainement avec l'Asie. Et encore, bonne année 2025 à vous, profitez bien, que cette année soit remplie de voyages et de belles choses à découvrir. Tchuss!